côté, UFO Conscience évolue et propose à ceux qui en veulent plus de souscrire à un abonnement qui donnera accès à des tas d'avantages. Mais attention, l'émission reste bien entendu gratuite grâce aux dons pour tout le monde, avec au minimum une émission par mois. Souscrivez dès maintenant à UFO Conscience via le bouton rejoindre et bénéficiez des avantages réservés aux membres avec accès en avant-première aux nouvelles vidéos. Je partagerai mes vidéos en exclusivité 15 jours avant la sortie publique aux membres. Vidéos d'archives réservées aux membres. Je partagerai mes anciennes émissions. Vidéos exclusives. Je partagerai des vidéos inédites qui ne seront jamais rendues publiques uniquement pour les membres. Voici un petit aperçu de ce qui vous attend en devenant membre pour seulement 4,99€ par mois, avec annulation possible à tout moment. Cette affaire avec les aliens, il y a 2 ans, en août 2019. J'étais dans mon jardin et je regardais comme ça la montagne et je vois, il est à peu près midi, je vois une sphère devant un pic des Pyrénées. Cette sphère, elle remonte au-dessus du sommet et puis elle redescend de l'autre côté. C'était une très grande sphère. Je vois sur le côté gauche un visage de profil. Il était fin, mince, avec comme une ligne transversale descendante sur la joue. American United States Army Air Corps acknowledged they had captured a flying disc. Donc après le rapport remis par l'officier d'enseignement Marcel, donc la base a émis un communiqué de presse dans lequel l'Army Air Force, qui était avant l'US Air Force, reconnaît qu'ils ont capturé un vaisseau spatial. That it would all come out 5, 10, 15 years later. Well, it didn't. Oui, en vérité, donc il a expliqué qu'il avait été forcé donc d'accepter, d'endosser donc l'hypothèse ou la théorie, la version du ballon météo, quand cette version du ballon météo a été substituée à l'hypothèse, à la déclaration initiale, donc qu'on avait découvert un vaisseau spatial. N'hésitez plus à rejoindre ce soir, c'est une émission spéciale avec les ovnis et les écoles, ou on pourrait dire les enfants. Une intervention qui sort des sentiers ovnis battus en abordant un thème rarement traité, celui des rencontres effectuées par des enfants et écoliers avec des ovnis. L'image de vaisseaux ou disques volants venus du cosmos ou d'un espace inconnu pour apparaître à des enfants, notamment en groupe à l'école, et quelque part encore plus troublante que celle des rencontres avec des adultes. Forfuite. Point d'interrogation. Dans une intention particulière? C'est la question qu'on peut se poser. Celle de délivrer un message avec plus de poids? Et si elle constituait en elle-même son propre enseignement, si elle était le message? Point d'interrogation. C'est le grand point d'interrogation, n'est-ce pas, Olivier? Absolument, voilà. Donc, je développerai un petit peu en conclusion. Je mettrai quelques commentaires et avis. Alors, je te laisse nous présenter donc cette émission et puis tu pourras démarrer juste après. On t'écoute religieusement, si je puis dire, hein, comme d'habitude. Ouais, merci. Bon, écoute, tu as déjà présenté de façon générale le sujet. Moi, je me contenterai en introduction de dire quelques mots sur le plan de l'intervention. Donc, c'est un plan qui est tout simple, dans la mesure où j'ai regroupé les cas que j'ai relevés, une quinzaine en tout, en 2 parties principales. Dans la première partie, je présenterai des cas d'apparition collective, le plus souvent à des écoliers ou à des élèves. Dans la seconde partie, je traiterai de rencontres ou d'apparitions à un nombre d'enfants plus limité. 2 ou 3 en général, ou quelques enfants et 1 ou 2 adultes, voilà. Donc, j'appelle ça des rencontres mixtes, qui concernent quelques enfants et 1 ou 2 adultes. Donc, en préalable, je voudrais juste livrer une impression qui m'a traversé. Je trouve que cette image de vaisseau ou de disque volant venu de l'espace, ou d'ailleurs, se montrer à des enfants
de petits humains en devenir est encore plus forte et plus troublante, plus étrange, plus angoissante peut-être que l'image classique de vaisseaux qui se manifestent à des adultes. Enfin, c'est une petite réflexion, impression d'ensemble préalable qui n'engage que moi. Donc voilà, je suis prêt. On peut entrer dans le vif du sujet en commençant par la première partie. Alors, allons-y, on t'écoute, c'est parti. Donc voilà notre première partie. Donc, les manifestations collectives d'OVNI à des enfants. J'ai 6 cas. Et tous les 6 se sont produits dans un milieu scolaire. Les 3 premiers datent des années 1960. Ce sont les plus anciens que j'ai répertoriés et je commence par eux. Alors, premier cas, c'est le cas dit des 350 de Melbourne, en Australie. Cas qui eut lieu pendant l'année 1966, le 6 avril 1966. Il s'agit de l'observation de masse la plus importante à s'être produite en Australie. Et il est étonnant de constater qu'on en a très peu parlé quand il a eu lieu et qu'il a mis presque 50 ans à être connu. C'est vraiment bizarre parce que c'est vraiment un cas important. Ce cas s'est produit le 6 avril 1966 à la Westall High School de Melbourne, en présence d'environ 350 élèves et membres du personnel qui furent témoins de plusieurs ovnis approchant dans le ciel en silence avant de se poser dans un champ à proximité de l'école. Parmi les divers témoignages obtenus à travers les années, on dispose d'une pièce plus intéressante que la moyenne grâce à un témoignage enregistré par un médecin américain connu pour ses recherches sur les ovnis. C'est le docteur James E. McDonald. Celui-ci a interviewé un professeur de sciences de l'école de Westall, témoin de l'événement, Andrew Greenwood. C'est donc un enfant hystérique qui déboula dans sa classe en signalant qu'il y avait une soucoupe volante dehors. Voilà. Face à l'insistance de l'enfant, le professeur sortit pour aller voir lui-même et remarqua un groupe qui regardait vers les terrains au nord-est de l'école. Il aperçut en approchant un ovni qui planait près de la ligne à haute tension. C'était un objet rond, argenté, de la taille d'une voiture, surmonté d'une antenne métallique. Alors que de plus en plus de gens commençaient à se rassembler pour regarder, Greenwood rapporta que 5 avions étaient arrivés et avaient entouré l'engin. La scène aérienne la plus folle à laquelle il avait assisté dans sa vie. Les avions faisaient tout pour se rapprocher de l'objet et il se demanda comment il n'y eut pas de collision. Dès qu'il frôlait l'engin, il s'écartait doucement, puis accélérait rapidement et stoppait. Il recommençait de la même manière et le même manège reprenait. Ça, ce sont des déclarations de Greenwood lui-même. Ce jeu du chat et de la souris se prolongea environ 20 minutes. Soudain, l'ovni s'éloigna comme une balle et s'évanouit en 3 secondes. Alors, le directeur sortit et fit rentrer tout le monde. Greenwood précisa à ce propos que le directeur essaya d'étouffer l'affaire. Il menaça les écoliers d'être sévèrement punis s'ils parlaient de l'observation et les professeurs de perdre leur poste s'ils la mentionnaient. Il ajouta que le directeur était tellement effrayé et perturbé qu'il avait refusé de sortir et avant le départ de l'OVNI. Par la suite, plusieurs témoins affirmèrent avoir reçu la visite d'hommes en costume noir qui les avaient avertis de ne pas parler de l'incident. Greenwood précisa encore qu'avant de voir l'OVNI, il était lui-même des plus sceptiques quant aux ovnis, un sceptique complet. Concernant les autres témoins,
la professeure d'éducation physique avait gardé le silence. Une des élèves les plus âgées avait ensuite décrit l'incident exactement comme Greenwood. Mais elle était restée muette lorsqu'il lui avait reparlé une demi-heure après. Malgré l'intérêt de cette interview enregistrée, on est loin de savoir tout ce qui s'est réellement produit. En tout cas, un parc du souvenir a été érigé sur le site de cette rencontre depuis qu'elle a eu lieu. Donc voilà, premier cas, les 350 de Melbourne. On passe au deuxième. Donc, toujours dans les années 1960, ce nouveau cas est survenu dans un pensionnat catholique pour enfants amérindiens aux États-Unis. Ce cas, je l'ai extrait du livre Rencontre avec le peuple des étoiles, écrit par Hardy Sixkiller Clark aux éditions Atlante. Le pensionnat accueillait des enfants âgés de 6 à une quinzaine d'années. Et le témoin interrogé par Hardy Sixkiller, dénommé Wanbli Numpa, avait environ 12 ans. Voici les principaux détails qu'il donna sur la venue de l'OVNI. Il se trouvait dans le dortoir des petits et il était plus de 21 heures lorsqu'une lumière aveuglante emplit la salle. Dès que la lumière se mit à décroître, les enfants sautèrent de leur lit pour aller voir par les fenêtres. Des religieuses et un frère regardaient aussi. D'où il était, Wanbli Numpa ne pouvait voir que la moitié de l'OVNI. Un disque parfait qui était il était suspendu à mi-hauteur du bâtiment, donc très près. Alors, je cite un peu des déclarations de Wanbli. Il y avait là quelque chose de surnaturel. Je savais que cela ne venait pas de ce monde. Le frère priait à genoux d'une voix suraiguë et quelques-uns des plus jeunes pleuraient. Ensuite, tous les élèves du dortoir descendirent dans la cour où le père Dominique était tétanisé par ce qu'on voyait. Un vaisseau circulaire argenté de 15 à 18 mètres de diamètre qui planait à environ 8 mètres au-dessus du dortoir. Il avait au moins 4 ou 5 étages. Des lumières clignotaient en brillant plus ou moins fort et on ne décelait aucun signe de vie à bord. Il ne bougea pas pendant 15 à 20 minutes, puis il disparut dans la nuit. Mais ce n'est pas fini. Le témoin précisa encore à Hardy, je cite, « Chaque nuit, pendant les 7 nuits suivantes, le même incident se produisit exactement à la même heure. C'était une vision étourdissante, spécialement pour un garçon de 12 ans. » Voilà. J'attaque le troisième cas. Le troisième cas, donc, il a eu lieu le 6 avril 1967 aux USA, en Floride, à Crestview. Plus d'une centaine d'écoliers, de professeurs et d'habitants virent un groupe de 3 ovnis ovales surmontés de dômes à proximité de l'école élémentaire de Crestview, au nord de Miami. La plupart, un des 3 ovnis était gros comme un bateau de croisière et il y avait 2 petits. La plupart de ces observations furent effectuées par beau temps en plein jour, à des distances allant de 230 mètres à environ 3200 mètres. Le gros vaisseau, donc qui avait à peu près la taille d'un paquebot de croisière, se posa dans un champ proche de l'école. Les écoliers poussaient des cris et braillaient en courant à travers tous les bâtiments de l'institution. Ouais, ça devrait être un sacré chambard. Beaucoup étaient bouleversés et certains eurent des crises d'hystérie. Certains adultes observèrent les ovnis à la jumelle et affirmèrent avoir entendu d'étranges sons.
certains élèves sautèrent sur leur vélo pour aller voir l'OVNI qui avait atterri, mais ne virent rien en arrivant. En revanche, le sol était brûlé et l'herbe avait été écartée ou repoussée. L'école fut fermée pour le reste de la journée. Donc, ce témoignage, il émane de George D. Fawcett, Flying Saucers, numéro 70, page 4. C'est une revue aux États-Unis, Soucoupe volante 70, page 4. Et aussi, des journalistes sont venus sur place, mais alors je sais plus de mémoire, je sais plus s'ils ont assisté ou non à ces observations. En tout cas, il y a eu des journalistes et il y a eu aussi, donc, je crois, l'armée, quelque chose comme ça. Alors tout ça, c'est de mémoire, hein, parce que j'ai pas le cas sous la main. L'armée est intervenue après coup. Elle a été interrogée, mais l'armée, on ne sait pas vraiment et on ne saura jamais si elle a détecté quelque chose en temps réel au moment où ça s'est produit. Après, elle a été interrogée, elle a été sollicitée, et les militaires se sont bien entendu crus obligés de donner quelques explications pour botter en touche. Oui, et justement, ce qui me semble le plus intéressant et ce qui me paraît quand même étrange dans cette affaire, c'est que comment dire, une autorité, parce que je ne sais plus si c'est la police ou l'armée, aurait demandé à ces journalistes de ne jamais en parler, de ne plus en parler ou de ne jamais en parler, de jamais parler de ce cas-là. Terminé, il n'y a plus rien à voir, y compris aux élèves, aux professeurs, il ne s'est rien passé, taisez-vous, ne dites rien de tout ça, de tout ce qui s'est passé. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai de mémoire, mais c'est vrai que j'aurais dû préparer parce que je ne... Voilà, en fait, c'est une vidéo alors je sais plus, je crois que c'était une vidéo du MUFON Hangar One, quelque chose comme ça, tu vois, qui avait été diffusée sur ce cas. Donc c'est un Ouais. cas très, très intéressant, très Oui. important, hein, selon moi, parce que quand j'ai vu cette vidéo-là, Il y donc a voilà. oui, ce cas, effectivement, bon, j'ai pas tous les détails non plus, mais il y a Disons que là, dans les tu l'as présentations, survolé, là, tu l'as survolé, tu l'as je vais résumé, résumer mais un peu c'est un parce que cas j'en qui ai est qu'un. très Il y, documenté. il y en a 4-5 lui sont proches. D'ailleurs, il rappelle le cas des 350 de Melbourne aussi, et d'ailleurs, c'est relativement fréquent que le personnel de l'établissement, la direction de l'établissement, demande aux élèves et aux professeurs, au personnel de passer ça sous silence. C'est quasiment 4 fois sur 5 dans presque tous les cas. Surtout quand il s'agit d'observations massives où beaucoup de monde a été témoin. Bah oui, parce que c'est le Donc, plus troublant. effectivement, Ouais, ouais. oui, effectivement, là, je n'ai pas plus développé parce que je serais amené à développer dans d'autres cas, Roua, au Rwanda ou ce type de choses. Il y a d'autres cas dont je développerai davantage le rôle joué par la presse après coup et puis éventuellement par les militaires ou par la police, etc., et les services. Voilà, maintenant, dans le cadre d'une émission, même si elle peut durer longtemps, à la tienne, je suis quand même obligé de faire des choix et Ah bah puis bien sûr, bien sûr. je ne C'est peux pour ça pas que tu développer l'as comme je le survolé. voudrais. Enfin, on peut préciser, on peut juste dire à ceux qui nous entendent, qui nous regardent, les youtubeurs, que c'est un cas extrêmement intéressant et très bien documenté. Si ça vous intéresse, bon après c'est des documents anglais, hein, c'est pas en français. Hein. C'est ça aussi le problème de ce cas, c'est qu'il n'est pas très bien traduit en français. D'accord. Il est très peu traduit en français. Il y a très peu d'articles sur ce cas en français, donc allez-y et puis traduisez avec Google Traduction ou Voilà. que sais-je. Allez-y quoi. Hein. Mais en tout cas. Franchement, c'est un cas qui vaut le coup. Voilà.
Voilà. Alors, cas suivant, Olivier. Alors, le quatrième, alors attends. Écoute, en lien, donc voilà, c'était mon troisième cas. En lien avec ce cas, je présente un autre cas des années 60, mais qui a eu lieu cette fois-ci en Afrique. Alors justement, il concerne environ 200 élèves, ce qui n'est pas rien non plus, et il est cité par Jonathan Black dans son livre L'histoire sacrée du monde, disponible en poche. Il présente pour particularité de mettre en scène l'intervention, alors celui-là c'est un peu particulier, d'êtres de lumière, intermédiaire entre peut-être des anges, on ne sait pas trop, et des aliens. Le doute persiste dans ce cas précis. Ceux qu'ils ont une très forte chance d'être en fait des aliens. Moi, je pense plutôt sur le passage, une rencontre avec des aliens. Donc, vous allez voir. Les faits ont eu lieu au Congo, à l'occasion d'une des nombreuses rébellions populaires qui éclataient dans le pays à cette époque. Au cours de l'une de ces rébellions, il est arrivé qu'une école tenue dans la jungle par des missionnaires chrétiens, comptant donc environ 200 élèves, comme je l'ai déjà signalé, fut menacée par une troupe de plus de 100 rebelles armés. Trois gardes et une mince clôture seulement protégeaient les bâtiments de l'école. Et les responsables savaient que tout le monde, enfants, maîtres et personnel, risquait le massacre. Donc, eh bien, on eut vraiment très peur. Les religieux rassemblèrent les élèves et tout ce monde se mit à prier intensément. Et eh bien, il semble qu'un espèce de miracle se produisit. Alors que les rebelles étaient en train d'enfoncer le mince grillage de l'enceinte et qu'ils se précipitaient à l'intérieur, les missionnaires les virent tout à coup faire volte-face et s'enfuir à toutes jambes. Donc, le lendemain, et pendant 3 jours, eh bien, le même scénario se répéta. Et puis, le 4e jour, eh bien, il ne se passa plus rien. La menace avait disparu. Alors, que s'était-il passé on le sut par le témoignage de plusieurs élèves et la confirmation d'un des rebelles. Un des rebelles qui fut blessé plus tard et qui fut soigné dans le dispensaire de l'établissement. Ce rebelle, ainsi que les gens qui avaient assisté, expliquèrent, le rebelle en particulier, c'est plutôt lui, il expliqua plus tard que leur bande armée avait vu l'école entourée d'une armée donc d'êtres, d'entités ou de soldats en uniforme blanc. Ce sont les termes. Pour eux, c'était des êtres ou des soldats en uniforme blanc qui étaient plus ou moins lumineux. Plus ou moins lumineux. Ils formaient une sorte de barrière magique impossible à franchir. Après 3 jours sans aucun succès, comme je l'ai signalé, donc effrayés par cette protection incompréhensible, en tout cas d'origine surnaturelle ou qui n'était pas de ce monde, les rebelles prirent peur et ne revinrent plus. Donc voilà, ce cas intermédiaire. On va poursuivre avec un 4e cas. Mon 4e cas d'observation collective a eu lieu en 1977, il y a 44 ans, dans un petit village du Pays de Galles, Broadhaven. L'observation a été faite par une classe d'élèves de l'école primaire de cette petite ville qui racontèrent avoir remarqué un ovni dans un champ situé
non loin de leur terrain de jeu et de récréation. À noter que cette observation a fait partie d'une vague d'apparitions d'ovnis qui a touché cette région de Broadhaven en 1977. Interviewé par la BBC du Pays de Galles, David Davis, qui avait 10 ans à l'époque, a donné diverses précisions. Alors, David avait entendu d'autres élèves dire qu'ils avaient vu des soucoupes volantes tout le long de la journée. Alors, il dit, j'étais sceptique de naissance et je ne les croyais pas trop. Je suis quand même allé voir sur le lieu de l'apparition dès que la cloche a sonné. Il dit que là, il a vu, alors je cite, un engin argenté en forme de cigare avec un dôme qui couvrait le tiers central de l'engin. Mais cela n'a duré que quelques secondes car l'engin s'éleva brusquement et recula derrière un arbre. Il prétend n'avoir pas eu peur, mais plutôt de la stupeur et de l'émerveillement, même s'il reconnaît aussi avoir eu une drôle d'envie de prendre ses jambes à son cou. Comme les professeurs donc ne croyaient pas les élèves, le directeur décida de les séparer et leur demanda de dessiner, donc ça c'est après coup. Donc les professeurs n'avaient pas été témoins, semble-t-il, et le directeur les met à part dans une classe et les sépare entre eux et leur demande de dessiner chacun ce qu'ils ont vu. Résultat, malgré de légères variations, les dessins montraient pratiquement tous la même chose. Les jours suivants, les médias s'emparèrent de l'affaire et, selon le directeur, il fut difficile de garder la tête froide. 2 mois plus tard, Rosa Granville, qui tenait l'hôtel du fort de Haven, c'est un lieu-dit à côté de la commune de Broadhaven, qui fait partie de la commune, elle déclara de son côté avoir vu un objet ressemblant à deux assiettes creuses au bord collés l'un sur l'autre, ainsi que 2 créatures humanoïdes sans visage aux têtes pointues. Elle ajouta qu'une forte chaleur émanait de l'engin et que son visage la brûlait. De la lumière provenait de l'objet, ainsi que des flammes de toutes les couleurs. Puis les créatures sortirent de ces flammes, je ne comprends absolument pas comment. Donc, elle a ajouté ça. Lorsqu'elle se rendit sur le site un peu plus tard, elle vit aussi 2 inches de terrain calciné. L'incident la laissa agitée et perturbée. Or, ce n'est pas tout à fait fini. La police militaire et le ministère de la Défense furent ensuite saisis. Mais, comme de bien entendu ou comme souvent, leur rapport conclut à la possibilité de l'action d'un farceur local et que la description des aliens correspondait en tout point à la tenue de protection utilisée en cas d'incendie dans l'une des raffineries de pétrole locales. Voilà, donc tenue ignifugée, blanche réfléchissante, portée par les pompiers ou les personnels de lutte anti-incendie qui étaient dans le coin. Bon, il n'en demeure pas moins, comme l'a fait remarquer un chercheur et un connaisseur de ce cas, que un enfant peut mentir, mais une classe tout entière, point d'interrogation et 3 petits points de suspension. C'est étonnant. N'oublions pas non plus que cette zone du Pays de Galles, elle connut toute une vague d'observations de Pan en 1977 à cette période. Sans oublier que Neil Spring, un chercheur qui écrivit un livre
sur les manifestations de Broadhaven dont je viens de parler, a découvert une enquête secrète sur les faits menés par la police militaire. Mes recherches montrent notamment que longtemps avant cet incident scolaire, des occurrences se sont produites à Broadhaven, occurrences qui ont continué longtemps après. Ce qui fait que même si vous ôtez les enfants de l'histoire, vous aurez toujours l'histoire. Les faits resteront là. Point. Donc voilà, fin du 4e cas, et j'aborde le 5e. Donc le 5e cas d'observation collective, ce n'est pas n'importe lequel, puisque c'est le plus connu, ou en tout cas un des plus connus, des cas connus d'apparition d'ovnis ou d'aliens à des enfants. Hein. On l'a cité tout à l'heure au cours d'un de nos échanges, hein, Olivier. Je veux parler des enfants de l'école de Roua au Zimbabwe. Alors, autant pour moi, tout à l'heure, j'ai parlé de Rwanda. Non, c'est le Zimbabwe. Ah, c'est pas la même chose. Même si, oui, c'est pas la même chose, même géographiquement, puisque le Zimbabwe, c'est au sud de l'Afrique. Hein. Alors là, je vais développer un petit peu. Oui, c'était bien le cas Zimbabwe. Oui, le cas de Roua. Oui, celui-là, on va le développer. C'est un des cas les plus connus, hein, les plus célèbres. Un de ceux qui a fait couler le plus d'encre. Le plus célèbre avec son cas jumeau, hein, que je t'avais donné, hein, que tu... Oui, bah, j'en parlerai aussi hein, après. Ouais. Hein. Oui, de son cas jumeau. Mais j'ai moins développé le cas jumeau qui est peut-être quand même un peu moins célèbre que celui-ci. Il est Donc, même, je dirais même qu'il est inconnu, le cas jumeau. Le cas jumeau est inconnu puisque c'est... Pourquoi, hein, c'est toi qui m'as donné les détails, puisque tu tiens ce cas d'une de tes connaissances. Voilà. Mais voilà. on n'en dit pas plus, on n'en réserve dit la pas surprise pour l'instant. après. Hein. Allez, on t'écoute. Allez, très chers auditeurs, spectateurs, je m'y remets. Hein. Alors, résumé de ce cas. Tout d'abord, la date. Alors, le 16 septembre 1994. Hein, on a fait un petit bond par rapport aux années 60 précédentes. Enfin, il y avait des 1970 aussi, hein, les années 70. Donc, 62 élèves de l'école Ariel, âgés de 6 à 12 ans, ont affirmé avoir vu un ou plusieurs engins en argent descendre du ciel et atterrir sur un champ près de leur école. Une ou plusieurs créatures, vêtues de noir, se sont alors approchées des enfants et leur ont communiqué par télépathie un message à thème écologique. Cependant, tous les enfants n'ont pas affirmé avoir vu quelque chose, et selon les sceptiques, il peut s'agir d'un épisode d'hystérie collective. Roua est un petit centre agricole situé à 22 km de la capitale Harare. Au moment de l'incident, ce n'était pas une ville, mais seulement un carrefour dans une région agricole. L'école Ariel était une école privée chère dont beaucoup d'élèves étaient issus de riches familles blanches d'Harare. 2 jours avant, il y avait eu des observations d'ovnis dans toute l'Afrique. Donc, entre parenthèses, un rapport sur une boule de feu brillante traversant le ciel la nuit, interprété par certains témoins comme une comète ou un météore. Selon un sceptique, Brian Dunning, la boule de feu avait été la rentrée de la fusée Zénith 2 depuis le lancement du satellite Cosmos 2290. La chercheuse africaine sur les ovnis, Cynthia Hind, a enregistré d'autres observations extraterrestres à ce moment-là, y compris une observation à la lumière du jour par un jeune garçon et sa mère et un rapport d'êtres extraterrestres sur une route par un camionneur. Ça, c'était mon aparté. Hein. C'est pour dresser un petit peu un portrait d'ensemble, le contexte. Hein. Donc, au moment où cette apparition collective d'OVNI dans cette école a lieu, dans toute l'Afrique, il y a ces phénomènes OVNI
qui se répandent. Donc maintenant, on va attaquer un petit peu les détails. Ça, c'était un résumé du contexte et de l'affaire. Maintenant, dans les détails. Les observations ont eu lieu à 10 heures du matin, alors que les élèves étaient dehors pendant la pause du milieu de matinée. Les professeurs adultes de l'école étaient à l'intérieur en train de se réunir à ce moment-là. L'incident entier a duré une quinzaine de minutes. Lorsque les enfants sont retournés en classe, ils ont raconté aux enseignants ce qu'ils avaient vu. Ont été renvoyés chez eux et ont dit à leurs parents, et ont raconté les choses à leurs parents. Beaucoup de ces parents sont venus à l'école le lendemain pour discuter de ce qui s'était passé. L'enquêtrice Cynthia Hind, que j'ai citée précédemment, elle a visité l'école le lendemain et elle a interviewé les enfants. Selon elle, les enfants racontaient tous la même histoire. Le correspondant de la BBC au Zimbabwe, Tim Leach, est allé à l'école le 19 septembre pour filmer des interviews avec les élèves. Le personnel est Cynthia Hind. Après avoir enquêté sur l'incident, Leach a affirmé, je cite, « Je pouvais gérer les zones de guerre, mais je ne pouvais pas gérer ça. » En novembre, le célèbre professeur John Mack s'est rendu à l'école Ariel pour interroger les témoins. Rappel, pendant les années 1990, John Mack avait enquêté sur les observations d'OVNI et avait un intérêt tout particulier pour le phénomène des enlèvements extraterrestres. Fin de parenthèse. Enfin, en mai 1994, le doyen de la Harvard Medical School a également nommé un comité de pairs pour examiner l'investigation clinique de Mack. Il ressort des interviews de Hind, Leach et Mack que tous les enfants de l'école n'ont pas revendiqué une observation. Les détails de base des observations étaient assez cohérents. Un ou plusieurs objets en argent, généralement décrits comme des disques, sont apparus dans le ciel. Ils ont ensuite flotté jusqu'à un champ de broussailles et de petits arbres juste à l'extérieur de l'école. Entre 1 et 4 créatures aux grands yeux, vêtues tout de noir, sont sorties d'un engin et se sont approchées des enfants. À ce stade, de nombreux enfants ont couru, mais certains élèves plus âgés sont restés et ont regardé. Là où les créatures ont ensuite communiqué par télépathie aux enfants un message environnemental, avant de retourner à l'engin et de s'envoler. Dans les interviews de Mack, un élève de 5e année raconte comment il a été averti, je cite, de quelque chose qui va arriver et que, je cite, la pollution doit cesser. Fin de citation. Une fillette de 11 ans a dit à Mack, « Je pense qu'ils veulent que les gens sachent que nous faisons du mal à ce monde et que nous ne devons pas être trop technologiques. » Sick, entre parenthèses. Un autre enfant a dit qu'on lui avait dit que le monde finirait parce qu'il ne prenait pas soin de la planète. Les enfants étaient catégoriques sur le fait qu'ils n'avaient pas confondu l'OVNI avec un avion. Hind a noté que le contexte culturel différent des enfants a donné lieu à des interprétations différentes. Tous ne croyaient pas avoir vu des extraterrestres. Certains enfants noirs pensaient que les petits êtres étaient des tikoloches. Tikoloches. Alors c'est un mot évidemment d'origine sud-africaine. Ça signifie des créatures du folklore Shona et Ndebele. Voilà. Donc, dans un épisode de juin 2021 de Witness History de la BBC, Witness History, c'est tout récent donc, hein, la BBC a qualifié l'événement de l'un des événements les plus importants de l'histoire des OVNI. Cependant, des sceptiques ont qualifié le même incident d'hystérie de masse
et noté que certains enfants de l'école ont affirmé qu'ils n'avaient rien remarqué d'inhabituel ce jour-là. Il a également critiqué donc les techniques d'interview de Hind et de Mack ont également été critiquées. Mack, notamment, n'aurait interrogé les enfants que 2 mois après les faits et en tant plutôt favorable à la défense de l'environnement, il aurait suggéré l'angle de communication télépathique. Bon. Ça, ce sont des arguments émis par les sceptiques après coup. Plusieurs témoins maintiennent malgré tout que ce qui a été rapporté est vrai. En 2014, le Mayor and Guardian a parlé à une élève témoin qui a déclaré qu'elle craignait que les créatures ne reviennent et qu'elle puisse les sentir revenir. Ce sont ces termes, elle craignait vraiment leur retour, je ne sais pas pourquoi. En 2016, un autre témoin a exposé des peintures constituant ce témoin a exposé des dessins pour traduire sous forme graphique, si j'ai bien compris, les messages qu'elle a reçus. Et puis ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait perçu. Donc elle avait perçu une lumière brillante qui descendait du ciel et elle avait bien été témoin d'extraterrestres qui sortaient de cette lumière. Donc elle avait perçu des extraterrestres sortant de cette lumière. Enfin, divers autres enfants, tous témoins, des enfants interviewés donc par les gens que j'ai cités tout à l'heure, d'autres enfants interviewés des années après les faits. Alors là, plus récemment, en 2020, pour un documentaire TV, The Phenomenon, ont expliqué à quel point cette expérience les avait affectés. Voilà. Donc là, je termine mon cas de Roua et je vais pouvoir faire le lien avec le sujet que nous avons, je ne dis pas défloré tout à l'heure, mais on en a déjà un petit peu parlé avant que je commence à aborder Roua. Donc je dirais que c'est en bonus. En bonus, mais je vais quand même prendre le temps d'en parler un peu. En bonus, donc en même temps, c'est la fin de notre première partie. Donc, ça va être notre bonus de fin de première partie. Donc, notre dernier cas d'observation collective d'OVNI par des enfants, qui est peut-être un scoop. En effet, il a été fourni à Olivier par l'avocat et ufologue américain Ray Hernandez, qu'il a lui-même recueilli auprès d'un des témoins majeurs de l'incident, une institutrice de maternelle devenue amie de Ray Hernandez et de sa famille. Ce cas s'est produit durant l'année scolaire 1994-1995 et il rappelle fortement donc celui que je viens de traiter, celui de Roua au Zimbabwe, qui s'est également passé en 1994, le 16 septembre. Alors, ce nouveau cas a eu lieu aussi dans une école catholique de la campagne. L'école Ana Julia Holguín de Hurtado, près de la ville de Candelaria, Valle del Cauca, à 1 heure de Cali, en Colombie. Vous excuserez mon espagnol, je dirais même, je dis mon espagnol, je n'ai aucun espagnol puisque je ne parle pas l'espagnol. Et que je n'ai. Oui, c'est pas évident quand on ne parle pas l'espagnol, mais tu es tout excusé parce que. Je n'ai aucune notion d'espagnol. Autant j'ai quelques notions d'allemand courant, je peux me débrouiller dans une petite conversation, et je peux me débrouiller en anglais, mais autant en espagnol. En même temps, on habite à la frontière de l'Allemagne, donc c'est un peu normal. Hein. Oui.
Bah, toi, Olivier, tu dois aussi te débrouiller un peu. Enfin, oui, ça doit t'arriver d'aller faire quelques courses de temps en temps, quelques incursions. Ou en Voilà. allemand, non, pas plus que ça, hein. Ah, tu vas pas faire de courses de temps en Euh, temps? Si, mais enfin, c'est rare, c'est Ouais. rare. C'était plus avant. Mais Ouais. après, bon, voilà, Ah oui, en malgré que ce moment, avec le Covid, je reconnais. On a un peu levé le pied, c'est malgré vrai. que j'ai vécu 4 ans en Bavière quand j'étais tout petit, hein, de mes 6 mois à mes Ah, 4 ah ans, oui. à mes 4 ans et demi, mais j'étais tellement petit que j'ai tout perdu en fin de compte, hein. Quand je suis arrivé en France, ça a été un mélange d'allemand-français. Mais depuis, j'ai tout perdu. Et Ouais, je c'est pas. ne sais plus parler allemand. Voilà. Voilà. Oh, Donc, ça reviendrait vite, mais enfin, on va mais bon, revenir à nos c'est pas le moutons, hein. sujet, hein. C'est pas le C'est sujet, pas le ouais. sujet, hein. Allez, on Parce que revient, là, on parle de la Colombie. on revient à nos Ouais. moutons, hein, voilà, et à nos écoliers. Donc voici les faits, hein, rapportés à Ray Hernandez par l'institutrice amie de la famille, hein, dont je ne cite pas le nom, hein, car elle a toujours souhaité rester anonyme, selon les propres déclarations de Ray Hernandez lui-même, voilà, hein, Olivier, hein. Donc, un petit engin en forme de disque volant, de soucoupe, hein, s'est posé dans la cour arrière de l'école pendant la récréation, alors que de nombreux enfants, tous âgés de moins de 8 ans, donc encore plus jeunes, hein, que ceux de Rouen, hein, étaient en train de jouer. Tous ont assisté au fait. Deuxième point, donc 3 êtres de type petit gris en sont sortis et ont interagi avec eux, hein. Pas de précision sur le contenu de l'échange, hein, de leur échange télépathique, comme à Rouen peut-être, hein. Sauf que quand même, on en sait plus à Rouen. J'ai cité quelques phrases de témoins, d'élèves témoins, ça tournait toujours à Rouen autour de la dégradation de l'environnement, de la pollution et des risques pour la planète Terre qu'on faisait courir, hein, voilà. Donc là, ça n'est pas le cas. On a moins de précisions sur le contenu des échanges télépathiques, hein. Roua, tu veux dire Ariel School au Zimbabwe, Oui, là. arrière school, c'est Roua, je ne sais pas comment on dit, ou Roua, au Oui, c'est vrai qu'il Zimbabwe, y hein, a le cas plusieurs noms. précédent. Il y a Arrière plusieurs school. noms. C'est un peu comme tout à l'heure quand tu disais Crestview, tu vois. On peut Voilà, dire donc aussi c'est arrière Opaloka. school pour être plus précis. On peut dire aussi, tu sais, Opaloka. Enfin, c'est vrai qu'il y a plusieurs noms, en fait, avec les Oui, écoles, le nom de l'école, le nom de la ville, le nom du quartier, le nom de voilà. Bidule Chouette. Enfin, ouais. Il y a plusieurs appellations qui sont utilisées indifféremment, hein, c'est Et dans tous les cas, même qui souvent. d'ailleurs peut nous embrouiller parce que quand tu fais des recherches, tu tombes jamais sur le bon truc, hein. Tu sais, moi Oui, c'est vrai. j'ai essayé de faire des recherches pour des photos, tout ça, et c'est très compliqué parce que des fois tu tombes pas sur le bon truc parce que t'as pas le Ouais, bon terme en fait, ça. Il faut ouais, le je pense que terme le exact. terme plus précis, c'est Ariel School. Oui, je pense que c'est le plus connu. C'est le plus connu. Ariel School Ariel School, Zimbabwe, Zimbabwe, ouais. Ouais, ouais. ouais, Parce que quelque chose si comme tu ça. dis Roua aux gens, je suis pas certain qu'ils connaissent. Tu vois, quand tu Ah, dis Roua. si, moi, par contre, au cours de mes recherches et de mon balayage Internet, et puis de ce que j'ai lu, hein, c'est souvent, le terme Roua revient souvent, y Ah compris dans bon? les appellations et les moteurs de recherche, hein. Et Il tu vois, revient, ouais, hein. c'est ce que je disais, c'est que si tu mets pas le bon terme, bah tu tombes pas dessus. Voilà, c'est Ouais. ça le problème, ouais. Eh oui. Alors vas-y, on te laisse Allez, nous donc détailler. j'en étais à mes 3 êtres de type petit gris, hein, qui est sorti, hein, qui avaient communiqué par télépathie avec les gamins, mais qu'on ne connaissait pas la teneur de ces échanges télépathiques, hein. Donc, après coup, hein, les enfants ont dessiné les petits êtres et leurs véhicules, hein. Et ces dessins rappellent fortement ceux des écoliers du Zimbabwe, hein, donc d'Ariel School, selon les propres termes de l'institutrice à qui Hernandez les avait montrés. Dans les deux cas, les types d'engins de forme circulaire, dans les deux cas, on a
un type d'engin de forme circulaire aplatie et la configuration générale est la même, hein. Voilà. Autre point. Donc, en plus des écoliers en train de jouer dans la cour de récréation, d'autres enseignants ont également été témoins directs et tous et tout le personnel de l'école était au courant, hein. Le directeur, lui, n'a pas été témoin direct, mais a interrogé les enfants, puis a insisté auprès d'eux et des enseignants pour qu'ils gardent le silence. Donc, c'est le cas classique, hein, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, hein, sur 5 cas que j'ai pu présenter, ça a été la même chose, hein. Donc, il leur a demandé de garder le silence, hein, auprès des parents comme des responsables de l'Église catholique dont il relevait, hein. Dernière petite remarque. Alors, remarque qui concerne l'institutrice qui a informatrice de Ray Hernandez, hein. Elle lui a avoué à plusieurs reprises qu'elle ne connaissait rien aux ovnis et ne s'y intéressait pas plus que ça, hein, avant d'entendre parler de ce cas, hein. De plus, elle a toujours été très réticente à parler de cette expérience, hein, et elle refuse qu'on fasse un film ou une vidéo avec elle, hein. Elle ne veut absolument pas être filmée. Et elle refuse même une simple petite interview vidéo. Elle ne veut apparaître nulle part. La seule personne en dehors de son cercle de tout proche, hein, la seule personne à laquelle elle s'est ouverte de cette expérience qu'elle a vécue, c'est Ray Hernandez, hein, voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec ce cas de Candelaria dont tu m'as informé, hein, dont on n'entend pas parler, hein, sur Internet et tout, qui est un scoop, hein, comme je l'ai signalé. On ne trouve rien, ou pratique, moi je n'ai rien trouvé, malgré, je dis pas que j'ai passé 2 jours à chercher, mais j'ai quand même passé un peu de temps et vraiment je n'ai strictement rien trouvé sur ce cas sur Internet, hein. C'est toi qui m'a fourni le matériel et les infos, hein. Alors, Voilà. petite précision, ce Ray Hernandez qui vit en Floride, hein, Oui. c'est le cofondateur du FREE, c'est-à-dire la fondation Edgar Mitchell. Ah oui, Ça aussi, d'accord. c'est important parce qu'il avait fondé en fait une sorte d'association, plutôt, on devrait dire plutôt un organisme de recherche, hein, tu vois, aux États-Unis Oui, avec Edgar Mitchell. oui, Et apparemment, il se concentre désormais beaucoup sur tout ce qui est abduction, tu sais, surtout sur les oui, oui, oui. enlèvements extraterrestres, tout ça. Bon, enfin bon, j'ai fait 2 émissions avec lui, donc vous pouvez retrouver ces émissions-là sur ma chaîne pour ceux que ça intéresse, hein, et puis Oui. voilà, quoi, tout Alors, simplement, hein. on précise Edgar Mitchell, hein, pour les auditeurs qui sont peut-être un peu moins au fait des affaires OVNI, c'est l'ancien astronaute, hein, Voilà, qui est décédé Edgar depuis, ouais, Mitchell. qui était le 6e homme à avoir marché sur la Lune. Voilà, un de ceux des missions Apollo qui a effectivement foulé le sol lunaire, hein. Alors, le 6e, Apollo 6, je ne sais plus. Là, par contre, la mission, je ne sais plus, peu importe, hein. Ce qui est utile de retenir, c'est que c'est un ancien astronaute et ce n'est donc puis qu'il a fait des déclarations concernant les ovnis, il a fait part de son ressenti et de ses croyances intimes. Bon, Lui, tout ça pour dire que la source de cette information avec l'école en Colombie est très crédible, tout tout à simplement. fait, Voilà. c'est tout à fait crédible. Voilà. Alors, à l'issue de cette première partie, comme l'a remarqué quelqu'un que j'aime bien citer, hein, le chercheur et universitaire Eric Zurker, hein, on peut retenir 2 choses, hein, à ce stade. Alors, j'en dirai plus à la fin de l'intervention, mais à ce stade, on va dire 2 petits points. Petit A, ben, les manifestations OVNI près des écoles, elles présentent souvent un déroulement analogue
avec des éléments récurrents et répétitifs. Et petit b, ben, le phénomène OVNI, il a quand même une forte propension à se manifester près des écoles et des petits humains, et près des enfants. Donc, 3 points de suspension, on peut s'interroger pour quelles raisons. Peut-être qu'on entrera un peu plus avant. On verra ça un peu plus avant tout à l'heure. Voilà, pour l'instant, il nous reste à voir d'abord la deuxième partie, et puis on verra tout ça en troisième partie, en conclusion un peu développée. Donc voilà, pour la première partie, on va passer à la deuxième partie, mais avant ça, avant de passer à la deuxième partie… Oui, entre nous, la conclusion sera quand même plus rapide que la deuxième. Hein. La deuxième, elle fait le double, ou voire 3 fois plus longue que la conclusion. Hein. C'est sûr qu'une conclusion, c'est pas aussi développé qu'un développement. Oui, c'est sûr. Alors, je te propose de faire une petite pause et on se retrouve juste après ça. Afin de soutenir au mieux UFO Conscience, je rappelle qu'une boutique est disponible avec de nombreux produits allant du t-shirt au mug en passant par le sweatshirt. Un bon moyen pour vous de soutenir votre émission tout en vous faisant plaisir. Retrouvez le logo officiel UFO Conscience sur ce produit dans la boutique de Sedona, le lien est dans la description sous la vidéo. Alors nous voilà de retour pour cette deuxième partie d'émission, une émission qui est très intéressante et vraiment on t'écoute, comme je disais tout à l'heure, religieusement, c'est le cas de le dire. D'accord, bon je vais continuer mon prêche, hein. J'espère que vous n'allez pas vous endormir en route. Hein. Voilà, écoutez, donc fin de l'entracte, hein, on attaque la suite du film, hein. La deuxième partie. Alors, deuxième partie consacrée aux observations, aux rencontres d'OVNI, un par un ou plusieurs enfants, ou quelques enfants et 1 ou 2 adultes. Hein. Il ne s'agit donc plus d'observations collectives de masse. Hein. Bon, j'ai rassemblé 7 cas qui s'échelonnent de 1947 aux années 2000, début 2000. Le premier cas, daté du 27 juin 1947, peut être qualifié de mixte, car les 2 témoins sont un adulte et un enfant. Et plus exactement, un père, Harold Dahl, et son fils, Charles Dahl. Alors, le fils, Charles, âgé d'une 12aine d'années. Ce cas présente un certain caractère dramatique. Hein. Harold Dahl est donc un marin qui effectuait en 1947 une mission de préservation de l'environnement ou Puget Sound en français, près de la rive est de l'île Maury. Il était occupé à récupérer du bois flotté sur un bateau lorsqu'il aperçut avec son fils 6 curieux engins en forme de beignet, je crois, en forme d'anneau, hein, ou de beignet, hein, suspendus à environ un demi-mille, 700 mètres, au-dessus de leur embarcation. Assez rapidement, l'un des objets tomba du ciel et s'abîma dans l'eau à une distance d'environ 500 mètres.
et la chute de l'objet entraîna dans son sillage une pluie de débris métalliques. Un de ces débris blessa Charles, donc le jeune fils, en tombant sur son bras et sur leur chien, car ils étaient accompagnés de leur chien, hein, qui se trouvait avec eux sur le bateau. Et malheureusement pour cette brave bête, hein, il ne survécut pas à l'épreuve. Il fut percuté par un gros débris et il mourut quasiment sur le champ, hein. Donc, Harold Dahl, le père, réussit à prendre quelques photos des engins volants qu'il montra plus tard à son superviseur, un dénommé Fred Chrisman. Plutôt sceptique sur l'histoire, Chrisman se rendit lui-même sur les lieux pour vérifier et il aperçut un étrange objet de ses propres yeux. L'affaire ne s'arrête pas là. L'un des matins suivant l'observation, Dahl reçut la visite d'un homme en noir et ils se rendirent à un restaurant du coin. Là, l'étrange visiteur raconta à Dahl par le menu l'expérience qu'il avait lui-même vécue et connue de près. Et il lui dit notamment, je cite, « Ce que je viens de raconter constitue la preuve à votre intention que j'en sais beaucoup plus que vous n'êtes capable d'imaginer. » Source, alors le livre de 1956 de l'auteur Gray Barker, intitulé « Ils en savaient trop sur les soucoupes volantes ». Donc voilà sur ce cas. Le deuxième cas s'est produit le 12 septembre 1952 dans l'école de Flatwoods en Virginie-Occidentale aux USA. 4 garçons qui jouaient au football américain virent une boule de feu tomber du ciel sur une colline proche. Ils allèrent le dire à une de leurs mères, et ils partirent avec elle et un membre de la garde nationale. Ils se rendirent sur le site. Là se trouvait un objet luisant, sifflant, dégageant de la chaleur et une odeur écœurante. Mais ils se trouvèrent surtout face à face avec une créature monstrueuse d'aspect vaguement humanoïde. Alors, 5 mètres de haut, hein, un visage rouge aux yeux brillants d'une lumière orange, et une sorte de longue jupe verte à large pli. La créature commença à flotter dans leur direction, et ils tournèrent Kazakh et s'enfuirent. D'autres personnes affirmèrent aussi avoir vu l'objet incandescent, et en fouillant sur le site, après coup, la police nota l'odeur écœurante et la chaleur anormale de l'air. Beaucoup d'habitants du secteur souffrirent par la suite de problèmes respiratoires pouvant avoir été causés par du gaz ou de la radioactivité. Voilà. Donc, oui, 5-10 objets. Oui, voilà. Donc, c'est fini pour ce deuxième cas. Je passe au troisième, qui lui va nous transporter au Canada, et plus exactement au Québec, à Rivière-du-Loup, au bas du Saint-Laurent. Donc c'est ce cas qui est connu, s'appelle aussi cas Trois-Rivières. Il présente un certain caractère d'absurdité, mais pas n'importe laquelle, car elle est en forme de clin d'œil. Elle a un certain sens. 3 petits points. Le 20 juillet 1965, 2 frères de 10 ans, Michel et André, et leur cousin de 12 ans, sont en train de jouer à la maison lorsqu'ils aperçoivent par une fenêtre un engin qui tombe en feuilles mortes comme un cerf-volant, puis atterrit lentement à environ 20 mètres de distance. Donc l'un des enfants des frères sort de la maison, André. André sort de la maison pour aller voir. Un champ et une petite falaise plus loin, il découvre dans une clairière un objet plutôt étonnant, car cet objet ressemble à une paire de jumelles
de 3 mètres sur 1,50 m. C'est un objet d'un beau noir mat en position verticale. De plus, encore plus bizarre, cet ovni en forme de jumelle clignote comme un clignotant de véhicule. Il apparaît, alors, si ce n'est que il clignote, alors il apparaît et il disparaît régulièrement, intégralement. Puis il finit par disparaître complètement. Hop. André s'en retourne, mais durant le court trajet, il aperçoit derrière les arbres de la lisière, de la lisière d'une petite forêt, une créature qui ressemble à une sorte de crapaud rouge. Et cette créature le regarde fixement. Elle mesure environ 1,60 m, ses jambes sont longues et grêles, sa tête porte 2 appendices sur les côtés, sa peau est granuleuse et sa couleur varie elle aussi. Elle varie entre rouge foncé et orangé. Elle est seulement à 3 mètres du garçon. Après 5 secondes, il se sauve en courant et il court rejoindre la maison. Donc, il est très choqué et ne parle à personne. Bon, un bref commentaire. Les jumelles, donc peut-être une explication un peu psychologique, les jumelles peuvent vouloir dire observe attentivement et leur clignotement peut signifier, peut faire penser à un jeu de cache-cache. Cette apparition fait penser à un conte pour enfants et elle semble particulièrement adaptée à l'enfance. Ça, c'est une remarque de Eric Zurker que j'ai tirée de son bouquin sur les apparitions mondiales d'humanoïdes. Donc, on passe à un 4e cas, on revient en France profonde même, avec une rencontre rapprochée survenue dans le Cantal, à Cussac, un village de 280 habitants, alors le 29 août 1967. C'est le matin, il fait beau, et un frère et une sœur, François Delpeuch, 13 ans et demi, et sa sœur, donc Anne-Marie, 9 ans, ont conduit une dizaine de vaches dans un pré, en bordure d'une route départementale à 800 mètres. Vers 10h30, les 2 enfants aperçoivent 4 nains qu'ils prennent pour des enfants comme eux. François leur crie de venir jouer avec eux, mais il s'enfuit derrière une haie ou un buisson. François grimpe sur un mur et il aperçoit un engin très brillant, presque aveuglant, à une 60aine de mètres. Donc la taille estimée à environ 4 mètres de large sur 2 mètres de haut. Les 4 nains qui sont à côté semblent porter des combinaisons noires et avoir une face poilue. Ils plongent la tête la première dans l'appareil et Anne-Marie en voit un ressortir comme pour aller chercher quelque chose qu'il a oublié. C'est classique. Puis l'engin s'élève et il disparaît. Un article est publié le lendemain 1er septembre dans le journal La Montagne, après que le père des enfants, qui se trouve être le maire de la commune de Cussac, ait averti l'adjudant commandant la compagnie de gendarmerie de Saint-Flour et le correspondant local du journal La Montagne. Cette rencontre fait par la suite l'objet d'enquêtes menées par des ufologues. Alors, on a une enquête du GEPAN effectuée par Joël Ménard. Et le deuxième, j'arrive plus à me relire, mais c'est quelqu'un de beaucoup moins connu. Je ne déchiffre pas son nom. Donc, toujours est-il que l'enquête a été publiée dans la revue Phénomènes spatiaux en juin 1978. On a une enquête pour Lumière dans la nuit, LDLN, menée par Luc Bourdin en 1977. En 1978, on a une reconstitution du GEPAN avec les 2 enfants qui a lieu sur le terrain
reconstitution qui confirme la crédibilité de leur récit, qui est mentionné dans le rapport Cometa avec une précision d'un gendarme qui avait senti une forte odeur de soufre peu après l'incident. Donc, ce n'est pas quand même un incident anodin puisqu'il a été retenu par le fameux rapport Cometa et qu'il figure dans le rapport. Enfin, en 1983-1995, lors d'une autre enquête réalisée par Monsieur Pavilic, par Bertrand Meust et Jean-Pierre Grandjean, François Delpech confie que l'OVNI était d'une luminosité inouïe, qu'il a connu une sensation de chaleur et de souffle et peut-être vécu une distorsion temporelle. Un laboureur qui avait croisé les enfants peu après leur rencontre avec cet objet confirme qu'ils étaient paniqués. Donc, on va maintenant voir le cas, un cinquième cas, qui va, lui, nous mener en Roumanie, un pays où il y a quelques dizaines d'années, le folklore et les traditions étaient toujours vivaces, et le sont toujours plus ou moins. D'ailleurs, c'est le pays de la forêt d'Oa-Baciu, pour ceux qui connaissent, le pays des Carpates, de la chaîne de montagnes des Carpates, du comte Dracula, etc. Est-ce pour cela que les entités rencontrées par le jeune Dorel Bizéou, que je résume par DB, un jeune garçon âgé de 6 à 9 ans, lors des rencontres dont je vais parler, qui vont s'échelonner de 1974 à 1977, rappelle un peu les contes de fées ou les esprits des bois du folklore local. Voilà. Donc là, c'est une série de rencontres, vous l'avez compris, ces rencontres qui vont s'échelonner de 1974 à 1977. On commence par l'été 1974. Donc, près de son village, à 5 km de la ville de Sighetu Marmatici, sur la frontière ukrainienne, le jeune donc Dorel Bizéou commence par être confronté à une demi-douzaine d'enfants étranges d'à peu près son âge, qui lui offrent un fruit d'un arbre magique qui fait apparaître une femme blonde très grande et belle, au teint bleuté d'environ 35 ans. Donc cette femme ressemble à une fée. Elle pose sur lui un regard d'ange vert clair en semblant sourire. Et les enfants expliquent que... Alors, les enfants qui accompagnent le groupe d'enfants, cette fée, expliquent qu'il s'agit de leur mère, que la fée bleue en question, la fée bleutée, est leur mère. Donc, ces enfants portent tous des chemises de soie blanche ou des espèces de blouses de soie blanche qui tombent près du genou et qui imitent des vêtements locaux d'autrefois, du folklore local. Puis les enfants se mettent à entonner une chanson dans une langue différente mais parfaite, une langue étrangère, parfaite, dont DB, donc le petit dont je ne donne que les initiales, dont j'ai donné le nom plus tôt, il perçoit le sens. Donc il ne perçoit que la musique de la chanson, mais il ne comprend pas les paroles, mais il comprend le sens. Donc le jeune garçon leur demande d'où ils viennent et le groupe de garçons lui répondent « Notre village est au-dessus d'ici et bientôt tu oublieras tout, mais tu te souviendras de nous quand tu atteindras l'âge adulte. » Et en effet, les rencontres se répètent régulièrement au fur et à mesure que Dorel Bizéou, il grandit. Je cite les principales rencontres. Fin juin 1977,
à 9 ans, à 3 km de la même ville, le long d'un sentier côtier, avec sa mère, sa sœur et son frère. Donc Dorel aperçoit une sorte de disque volant bleu nacré à environ 10 mètres, d'environ 10 mètres de large sur 5 de haut. C'est plutôt un cône inversé surmonté d'un dôme et d'une sphère jaune-vert transparente qui monte et qui descend. L'objet crachait aussi de l'air chaud et il répandait une odeur de court-circuit électrique. Donc Dorel regardait l'objet sans bouger et sa mère dut intervenir pour l'empêcher d'être emmené à l'intérieur par une femme en noir très belle de plus ou moins 2 mètres de haut au visage blanc tenant une lanterne dans chaque main. Par la suite, Dorel expliqua qu'il avait eu l'impression que le temps s'écoulait différemment près de l'objet et qu'il avait été emporté à l'intérieur. Et de son côté, sa mère raconta qu'il lui avait semblé qu'à un moment donné, son fils avait disparu, puis était réapparu comme en un clin d'œil. Donc là, on a peut-être vécu, il s'agit peut-être d'un cas d'abduction. Il y a de fortes chances pour que le jeune Dorel ait vécu une abduction. Donc Dorel vécut encore une autre rencontre importante en 1998 à l'âge de 30 ans. Là, ce n'était plus un enfant. Elle lui fit revivre à peu près sa première rencontre de 1974 à l'âge de 6 ans avec les beaux enfants ou adolescents en robe blanche qui se ressemblaient tous, ainsi qu'avec la femme elfe ou fée d'environ 2 mètres de haut qui les accompagnait, la fée bleutée. Que veulent-ils? Que font-ils? Pourquoi tant de visites répétées? Pourquoi atterrissent-ils au même endroit? Ce sont les questions que Dorel Bizéou s'est demandé adulte, évidemment. Ce cas est tiré du livre OVNI en Roumanie de Dan Farkas aux éditions Flying Disc France, livre publié en 2020. Il est intéressant de conclure cet épisode avec les propres mots de l'auteur, donc Dan Farkas. Je souhaite préciser que ces contacts surnaturels avec des enfants en bas âge et des fées sont bien plus répandus qu'on ne croit au premier abord. Par exemple, le célèbre voyant américain Edgar Cayce, dès sa petite enfance, avait comme compagnon de jeu d'étranges petits garçons et petites filles qui pouvaient apparaître et disparaître à volonté. Ça, c'est Edgar Cayce qui l'a écrit lui-même et qui l'a déclaré lui-même. Il y a beaucoup d'histoires de ce genre partout dans le monde. Nous qualifions ces histoires de folklore, de mythes ou légendes, mais se peut-il qu'au XXIe siècle, nous désignions les mêmes expériences sous la notion de contact extraterrestre? Ça, c'est un extrait et une citation donc, du livre de Dan Farkas. Ce n'est pas moi qui le dis dans mes commentaires, c'est l'auteur du livre OVNI en Roumanie, donc le fameux Dan Farkas, aux questions. C'est intéressant. On passe maintenant, pour rester dans un registre un peu proche de ce cas, à de bizarres rencontres faites par une série de fillettes ou d'adolescentes en Cornouailles britannique en 1976 dans la petite localité de Mahoman. Il me semble que c'est en Cornouailles. Ah bah oui, je l'ai dit. Il me semble que c'est en Cornouailles en Angleterre, où ça sera précisé tout à l'heure. Donc, le 17 avril 1976, June et Vicky Malling, 12 et 9 ans, virent planer un homme-oiseau au-dessus du clocher de l'église. D'après le dessin qu'en fit June, l'oiseau ressemblait plutôt à un omibou, oman en anglais. Le 3 juillet
2 adolescentes qui campaient dans un pré le virent aussi. Donc, l'une des deux, Sally Chapman, décrivit, je cite, une sorte de hibou avec des oreilles pointues et des yeux rouges et brillants, de la taille d'un homme. En apercevant cette créature s'envoler, nous avons crié de frayeur. Alors, la deuxième adolescente, Barbara Perry, ajouta, je cite, ses pieds ressemblaient à des pinces. Il avait une hideuse tête de hibou, de grandes oreilles et de grands yeux rouges. Il était couvert de plumes grises. Il disparut dans les arbres. Dès le lendemain, 4 juillet, Jane Greenwood et sa sœur, 2 autres toutes jeunes filles, toujours dans les arbres et près de l'église de Maughman, virent à nouveau la créature, sortie tout droit d'un film d'épouvante selon elles. Cette créature grimpa à toute vitesse au sommet d'un arbre dès qu'elle les aperçut. À noter que comme l'homme Mothman, l'homme mythe ou l'homme papillon de nuit, l'homme hibou semble être attaché à un endroit donné. Hypothèse. Y aurait-il une sorte de portail ou sas d'accès à notre monde ou à notre réalité depuis un monde parallèle ou une autre dimension? Je pose la question. Par là, j'ai dit, y aurait-il là une sorte de portail ou de sas d'accès? Par là, donc, il faut entendre un lieu déterminé dans l'espace, ainsi aussi qu'à une date ou à une période donnée dans le temps. Il y a des périodes qui sont plus propices et plus favorables à des incursions d'ovnis ou êtres ou entités venus d'ailleurs dans notre réalité. Ces moments de l'année particuliers sont souvent les solstices ou les équinoxes ou des fêtes liées à des personnages des personnages de l'Église, des personnages ou alors des héros païens, des demi-dieux, des choses comme ça, du folklore. Voilà, donc on va maintenant retour maintenant vers un contact OVNI plus classique avec notre cas numéro 7. Ce cas concerne une Amérindienne de la réserve indienne Yakama dans l'État de Washington. Cette Amérindienne a vécu des rencontres très rapprochées avec des ovnis et des aliens puisqu'il s'agit d'enlèvements répétés depuis l'âge de 5 ans. Elle se prénomme Tiffany et son histoire est racontée dans le livre Rencontre avec le peuple des étoiles de Hardy Six-Killer Clark que j'ai déjà cité. Les rencontres dont il est question, comme l'a expliqué Tiffany à Hardy Six-Killer, ont commencé en 1986 et devaient s'arrêter quand elle atteindrait l'âge de 25 ans, soit en 2011. Les interviews, quant à eux, ont eu lieu en 2003, quand Tiffany avait 17 ans. Voici comment s'est passé le premier contact de Tiffany en 1991, quand elle avait seulement 5 ans. Donc c'était au printemps, et elle cherchait des plantes sauvages avec sa grand-mère. Après un long trajet, elles arrivèrent à une clairière où le grand-père avait un champ de maïs et où se trouvait, près d'une des entrées, un objet métallique circulaire ressemblant à une énorme toupie. Elles allèrent vers l'objet, une porte s'ouvrit et la petite fille et sa grand-mère entrèrent à l'intérieur. Tiffany se souvient d'une femme qui se tenait debout, brillait comme si elle était entourée de lumière et semblait connaître sa grand-mère, car elles se saluèrent comme des amies. Tiffany précise plus loin qu'elle fut soulevée et placée sur une table. La femme lui coupa une mèche de cheveux et un bout d'ongle, mais surtout, la femme lui fit mal en lui faisant une sorte de piqûre au bras et en appliquant contre son bras un objet en forme de pistolet. Tiffany précise encore
lui avoir flanqué un bon coup de pied et quand elle fut descendue de la table, mais sans aucun effet sur la femme alien. Puis, sa vraie grand-mère lui prit la main et ressortirent du vaisseau et reprirent la cueillette des herbes comme si de rien n'était. Ah, c'est beau d'être jeune. Hein. Ah, les enfants, ils ont vite fait d'oublier. Et c'est tant mieux, parfois. Tiffany, alors malgré tout, je m'avance un peu parce que je me rends compte que j'ai noté ensuite que Tiffany ne voulait plus jamais revenir dans ce champ, hein, et elle affirma un peu après avoir été très effrayée malgré le calme de sa grand-mère. Alors sa grand-mère, je précise qu'elle mourut 5 ans plus tard. Hein. Tiffany fut à nouveau abductée 1 an plus tard, à 6 ans, alors qu'elle était seule à cueillir des groseilles. Cette fois, 2 femmes la firent monter dans un vaisseau où se trouvaient déjà d'autres enfants et le même examen que la première fois se répéta. Tiffany expliqua qu'il revenait chaque année selon une routine qui continua après la mort de sa grand-mère. Selon elle, ils étudient le processus de vieillissement des humains. À propos de leur apparence, Tiffany dit qu'elle est celle d'humains ordinaires, sauf une étrange lueur autour d'eux, et qu'ils flottent parfois au lieu de marcher. Si on ne fait pas bien attention, ils, entre guillemets, paraissent aussi avoir tous le même âge. Hein. Leurs yeux sont comme des yeux de chat qui hypnotisent et la hante dans son sommeil, entre guillemets. Hein. La plupart du temps, donc ces aliens ont une protection sur les yeux, des sortes de grosses lunettes. Hein. Enfin, qu'on soit seul ou sur la surveillance de proches, et là, les aliens en question vous enlèvent sous le nez de tout le monde, rien ne les arrête. Aussi, Tiffany fit le deal de coopérer avec eux jusqu'à ses 25 ans, âge auquel ils acceptèrent de ne plus revenir. Et ils tinrent parole. Voilà pour cette histoire amérindienne. Donc voilà, j'ai terminé ma deuxième partie et il nous reste à aborder la troisième qui inclura ma conclusion. Voilà. Donc j'y vais, hein, je continue. Afin d'insister sur la forte propension du phénomène ovni à se manifester auprès des écoles et des jeunes humains, non seulement en Amérique et en Europe, mais également en Afrique, en Australie, je vais encore citer, sans entrer dans le détail, plusieurs autres cas d'observation à l'école que je n'ai pas présentés dans ma première partie, mais qu'on peut trouver assez facilement sur Internet. Hein. Je laisserai le nom d'un site sous la vidéo quand elle sera publiée par écrit. Hein. Vous pourrez donc aller consulter le détail de ces observations qui peuvent présenter de l'intérêt. Bon, ils sont résumés, ils ne sont pas trop longs. Tout ça, le site en question s'appelle mydailymotivation.com, mydailyselfmotivation.com. L'adresse sera mentionnée donc par écrit, hein, sous la vidéo. Donc, premier de ces cas. Donc, je me contente de les citer, hein, sans les développer. Hillsdale College, c'était au Michigan, aux USA, un soir de mars 1966. Donc, un grand disque brillant observé par 100 pensionnaires. Deuxième cas, Elder Park, école primaire. Ça, à Glasgow, Écosse, donc à 16h au début de l'été 1952. Une élève, un maître et le concierge, ainsi que des habitants, sont témoins d'un très grand sombrero argenté. Voilà, ovni en forme de sombrero argenté. Troisième cas.
Lycée West Hall de Melbourne, Australie. Avril 1966, plus de 200 témoins. D'un disque argenté alternant sur place des départs fulgurants. Quatrième cas, école élémentaire de Greenock, Écosse, 1948. Une fillette de 9 ans et un garçon ami à elle sont témoins d'une formation d'OVNI à très basse altitude qui émet une sorte de bourdonnement. Dernier ajout, école primaire Saint-Marc à Glasgow, Écosse. Alors, encore l'Écosse, troisième cas de mes 6 ajouts. L'Écosse, c'est vraiment un pays spécial aussi en matière OVNI. Un hotspot peut-être. Ça, c'était en 1978. Un groupe d'écoliers jouant dans la cour voit de près un petit ovni de 1,20 m de diamètre, décrit par un des garçons comme 2 chapeaux fedora réunis. Voilà. Donc, au terme de ce tour d'horizon, on peut se poser la question de l'intention des ovnis en apparaissant à des enfants humains encore en devenir, à des êtres non complets, des humains non complets. En s'adressant aux enfants, veulent-ils en fait faire passer un message aux hommes et femmes devenus adultes, qui ne sont plus susceptibles de grandir, d'évoluer et restent bloqués à l'intérieur de leur vision du monde de croyances limitantes. Peut-être d'un certain reste bloqué à un certain niveau de degré d'évolution et qu'ils ne peuvent plus dépasser. Un enfant sait s'ouvrir aux êtres et aux choses qui se présentent et lui sont inconnus. Il les observe avec curiosité et intérêt, même s'il en a peur. Il ne porte pas de jugement et il n'a pas de rejet a priori. Ce que la plupart des adultes ne savent plus faire. Il est également possible qu'en apparaissant aux enfants, les aliens cherchent à les habituer dans un premier temps à leur existence, à leur dire, ben voilà, nous ne sommes pas comme vos parents, nous ne sommes pas comme les amis de vos parents, etc. Nous ne sommes pas comme vous serez quand vous serez devenus adultes. Et pourtant, nous sommes bien réels, vous pouvez nous voir, vous pouvez nous écouter dans votre tête ou voir nos vaisseaux, nous sommes là autour de vous, nous existons. Donc, dans un premier temps, à les habituer à leur existence et peut-être dans un deuxième temps plus tard, eh bien, à leur présence sur la durée, à une certaine présence davantage prolongée, peut-être l'intention pour eux de séjourner un peu plus longtemps sur notre planète. Voilà. Bon, ça, c'est des idées à moi, c'est une suggestion que j'aimais, mais je pense que c'est pas non plus complètement ridicule et que ça peut avoir un fondement. L'idée m'a encore traversé, qu'il existe peut-être une concomitance entre ces périodes d'apparition d'OVNI dans les écoles. En gros, tout ça s'est passé au milieu des années 50 et pendant les années 60 et 1970, donc concomitance avec la période de naissance et de développement du nucléaire et de ses armes et des armes nucléaires dès 1945 pour l'invention de la première BA qui explose d'ailleurs dès 1944. Donc tout ça, naissance et développement du nucléaire sur fond de guerre froide, guerre froide qui a culminé en 1962 avec la crise des missiles de Cuba. Voilà. Mais cette hypothèse de concomitance, donc de ces apparitions d'OVNI dans les écoles et à des enfants, avec le développement du nucléaire et des armes nucléaires, et concomitance aussi avec la guerre froide, tout cela, ça demanderait une investigation à laquelle je ne me suis pas livré. Bon, c'est une autre histoire. Et ce sera le mot de la fin pour ce soir.
Voilà, cette belle émission passionnante sur ces cas dont on ne parle jamais ou très peu se termine ici. Je suis ravi de t'avoir demandé d'aborder ce sujet-là, vraiment. Très belle émission. Merci beaucoup, Olivier. Voilà. Et Alors écoute, oui, vas-y, si tu me vas-y. permets, Olivier, je voudrais faire une petite précision aussi à l'intention des auditeurs. Je rends à César ce qui est à César, parce que c'est toi qui m'as mis sur la voie de ce sujet. D'habitude, c'est vrai que ce sont souvent des sujets dont j'ai l'idée qui émanent de moi. Et d'ailleurs, depuis, j'ai eu beaucoup de bonnes idées. J'ai pas mal de bonnes idées, ça peut faire de très bonnes émissions. J'ai pas mal réfléchi ces derniers temps à ce dont je pourrais parler plus tard. Donc, je rends à César. Voilà. C'est un bon sujet et c'est toi, au départ, qui m'as mis la puce à l'oreille. Hein. Alors, Olivier, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que on peut dire, allez, tu peux le dire, on va pas se gêner par rapport à ça. C'est sur une idée originale d'Olivier de Sédona. Absolument. En tout cas, voilà, les idées, c'est pas ce qui manque. Hein. Tu as déjà peut-être des idées pour peut-être des indices pour nous faire un petit trailer, un petit scoop pour la prochaine émission. Tout à l'heure, j'ai glissé un mot. J'ai glissé un petit mot j'ai parlé de hotspot. Tu sais que la planète, alors sans déflorer le sujet, on note, sans vouloir parler d'un petit atlas, mais on peut trouver disséminés et répartis sur la planète, dans certains pays et à certains endroits, des lieux, de la même façon que temporellement parlant, il existe des vagues d'apparitions d'ovnis, spatialement parlant, il existe sur la Terre des endroits où les ovnis sont observés de façon beaucoup plus fréquente qu'ailleurs. Donc, on pourrait dresser une petite cartographie, un petit machin comme ça, et je pourrais développer un peu la question. Donc, je n'en dirai pas plus. Hein, D'accord, voilà. Ça peut être très intéressant comme sujet. L'idée est lancée, on se dit à la prochaine. Et si vous avez apprécié, vous qui regardez ce programme, vous avez aussi la possibilité ou non de faire un don pour soutenir cette chaîne qui en a bien besoin. Les liens sont en dessous de la vidéo dans la description. Merci d'avance pour votre compréhension et à la prochaine émission qui se fera grâce à votre soutien avec, je l'espère, encore de beaux sujets en perspective. Merci.